Madeleine Monette. Je vous lirai deux extraits de mon roman Skatepark, paru aux éditions Main Libre. Dans ce roman, un garçon oublie son sac à dos dans une voiture de métro, tard un soir. Ariel aimerait le retrouver pour lui remettre son sac, mais l'étiquette d'identité est usée et presque illisible. Dans un paysage urbain, un lien s'établit peu à peu entre elle et ce petit évadé à mi-temps de la banlieue. J'ai intitulé le premier extrait, tiré des pages 83 à 86, Le petit pendu. De chaque côté d'une impasse, dans un jardin semé de gros animaux en plastique, trois immeubles sont posés n'importe comment, à croire qu'ils sont tombés d'un gobelet à dés dans un paysage enfantin, un zoo artificiel. Ariel est découragée. D'après le plan de cette banlieue, elle s'attendait à trouver quelques maisons dans un petit bout de rue, 8 ou 10 tout au plus, où elle aurait pu sonner, s'informer des occupants et de leurs voisins. Avant peu, elle scrute davantage les fenêtres que les allées du jardin, étonnée que la plupart soient grandes ouvertes et que de longs pans de rideaux soient aspirés dehors par la brise, même tout en haut. Elle s'imagine que des centaines de petits chalioux vivent là, qui se bagnaudent tard le soir dans le métro ou dans les skateparks de la ville, tournant le dos à ces logis où des adultes dépassés baissent les bras. C'est à ce moment qu'elle entend des plaintes provenant d'elle ne sait où, des cris aigus et brisés que le vent paraît enfiler, si désincarnés qu'ils lui font tendre l'oreille. Les gémissements s'éteignent parfois comme engloutis. Ce sont des gargouillis suspendus de noyers, des lamentations d'enfants possédés par la frayeur, étranglés par l'hystérie. Ariel, saisie d'une peur aussi vague qu'incontrôlable, interroge les environs et le ciel, le jardin meublé d'animaux surréels aux couleurs brillantes, les feuillages des arbres traversés de câbles. Elle jette la tête de tous côtés, avec une vivacité urgente et saccadée d'oiseaux, chaque réflexe comme un petit choc ou une erreur déjà admise. Elle fouille les entrées ombragées d'auvents, les façades lissées par le soleil ou criblées de fenêtres béantes, tamies à gros trous qui ne filtrent rien. Puis elle revient au centre blanc du tourbillon vite effacé plus tôt, au ressac inoffensif de rideaux. Alors, la détresse prend forme. Il lui pousse des bras et une tête à l'envers, trempée dans le vide. Le tableau est terrifiant, d'une cruauté glaçante. L'instant, impossible à figer, glisse vers une fin tragique. Le suspense est atroce. Retenu par les chevilles, un garçon est pendu à une fenêtre d'où on pourrait le laisser tomber, le lâcher du haut d'une dizaine d'étages. Son sort entre les mains d'une figure en retrait, sauveteur arrivé juste à temps ou tortionnaire en action. S'il fallait qu'un geste maladroit l'envoie piquer contre terre, s'il fallait que sa vie ne tienne plus qu'à un petit reste de vigueur et qu'il s'effondre en quelques secondes infernales pour une méchanceté de taré ou une audace d'écervelé, l'enfant se rebiffe au-dessus du gouffre, il se tortille et tâche de se redresser comme un ver, il proteste sans trop remuer pour qu'on ne perde pas prise sur tout. Il hurle dans sa gorge comme il pisserait de terreur, et ses bras raides sous son poids refusent d'embrasser l'espace. Le danger s'aggrave. Il faut accourir sur le champ pour arracher l'enfant à cette fenêtre, le repêcher lourd et entier, le ramener vivant sur le sol d'un appartement, dans un décor familier. Le deuxième extrait de Skatepark, pages 262 à 265, met en scène Ariel pendant une séance de thérapie par la voix et le chant, avec un danseur de danse moderne, une violoniste, une choriste, etc. J'ai intitulé cet extrait « Une mère sauvage qui se repose au vent ». La chanteuse de chorale s'adresse maintenant à Ariel. Elle lui reproche de ne pas être présente, de ne pas s'intéresser à elle. Cette remarque, plus désolée qu'agressive, Ariel met du temps à l'enregistrer parce qu'elle vient de trouver un papier oublié dans sa poche la dernière fois qu'elle a porté ce même pantalon. En voyage ce jour-là, elle a noté un poème en anglais, affiché dans une voiture de métro, puis l'a traduit, tant bien que mal,
avant d'arriver à destination. Aujourd'hui, cette poésie prend des connotations presque prophétiques, elle lui fait penser au petit chalut. Ariel se lève un peu embarrassée, son papier à la main en guise d'excuse. Elle explique d'où vient ce griffonnage après avoir décrit en peu de mots sa curiosité pour un petit inconnu des banlieues, pour un patineur et un rappeur qui n'est pas un rejeton du punk ni un itinérant, mais qui semble plus qu'un fugueur. Your face, like summer lightning, gets caught in my voice, and I draw you up from deep rivers. Hear your voice, a wild sea pausing in the wind. Avant la moindre réaction, Ariel commence à lire sa traduction crayonnée à côté du poème. Mais le danseur, d'ordinaire plus heureux d'observer que de provoquer, lui ordonne de chanter ces mots avec une autorité qui ne lui ressemble pas. Ariel s'exécute, incapable de s'opposer à cet homme qui a dû deviner bien des chorégraphes pendant sa courte carrière, puis leur obéir en les prenant par les cornes. La poitrine calme, pénétrée par de longues vagues qui éloignent ses bras de côté, elle est pourtant saisie de tremblements à lui dénouer les genoux. C'est qu'elle se lance dans une improvisation comme elle se résoudrait à nager en haute mer. C'est aussi qu'elle rage, tout au fond, qu'on lui ait donné un ordre. Sans souci de cadence, elle compose une sorte de poème à tonal langoureux. Elle joue de sa voix et fait des prodiges malgré elle. Ton visage, comme un éclair d'été, se prend dans ma voix, et je te dessine à partir de rivières profondes. Entends ta voix, une mer sauvage qui se repose au vent. Après avoir soutenu la dernière syllabe dans les hauteurs, Ariel s'interrompt au milieu de son souffle dans une espèce de sursaut. Pas question pour elle de s'éteindre gentiment dans un diminuendo prévisible, un semblant de dénouement. Ariel remet son papier dans sa poche, puis s'efforce de l'aplatir sur sa jambe. Elle devient une enfant qui se tortille dans sa gêne. J'aurais dû chanter la version anglaise. Sonia Sanchez, une Noire du Sud qui a grandi dans Harlem. Vous connaissez? Là, tout à coup, en chantant les premières lignes, je les ai comprises différemment. I draw you up. La poète le tire sans doute hors de rivières profondes. Ça change la perspective. Ses rivières intérieures, ou les miennes, enfin celles de la poète. Justement, ce garçon, demande le danseur qui revient à la charge, moins abrupt, mais toujours un rien provoquant. Tu lui veux quoi? Ariel le considère un moment, perplexe. Jamais il n'intervient aussi activement, et le groupe entier paraît figé dans une attente indiscrète, en suspens, comme si on flairait une nouvelle intrigue. Mais rien, répond-elle. Le hasard y est pour beaucoup. Il n'a sûrement pas plus de 12 ans, 13 au grand maximum. Plus il réapparaît dans mon quartier, plus il fait partie de mon paysage mental. Je m'inquiète pour lui. Ce n'est quand même pas normal qu'il soit si loin de chez lui à toute heure. Alors je me raconte des histoires qui m'effraient. On peut bien s'inquiéter pour un parfait étranger, comme on s'inquiète de l'état du monde. À l'instant même, il est probablement dans un poste de police, oublié dans un bureau ou un couloir. Une mère sauvage qui s'endort sur un banc, lance le danseur en souriant. Ariel lui est reconnaissante de son insistance qui prend une nouvelle douceur. Madeleine Monette, je vous lirai un extrait du Désert mauve de Nicole Brossard, pages 37 à 41. Tout en nouant sa cravate, l'homme long récite des poèmes sanscrits. L'explosion est loin, les photos traînent parmi les équations. Il se sent léger, enfin prêt à rencontrer les autorités. L'homme long vit son corps disgracieux dans la glace. Il mit son veston et se dirigea vers le bar. Le bar commence à se remplir. C'est un jeudi soir. Beaucoup de touristes et d'accents. Quelques habitués qui viennent directement s'asseoir sur les tabourets en demi-cercle autour du comptoir. Je connais tout ça.
Le désert dénoue toutes les intrigues, y compris celles qui, derrière les yeux, sollicitent à l'horizon l'humanité invisible. Dans le désert, on ne survit pas sans ses 15 ans. Il faut toujours être prête à tout, imaginer des cascades, des torrents, la pluie, arrêter le soleil et inverser les probabilités dans le désir. L'homme à l'accent vient d'entrer. Il fait un petit signe de la tête en direction de la table où sont assises les femmes de la piscine. Je commande une bière. La propriétaire répète comme pour elle-même que je dois sans doute avoir 19 ans maintenant. Elle salue les nouveaux arrivants d'un air qui, tout à la fois, accueille et discipline. La musique est trop forte. Quelques couples dansent. Taurumachie, des corps souples et des peaux bronzées. Au fond de la salle, l'homme mince est appuyé sur le mur et il fume. L'aube est un principe qui exacerbe l'énergie. Je veux comprendre jusqu'à l'excès mon désir de l'aube, mon besoin de l'aube. Je demande une autre bière. Quelqu'un me touche à l'épaule. Angela Parkins est là, alerte, vive, crue, et je suis si lente à comprendre combien sa présence m'exalte. Elle dit une banalité, puis circule entre les tables. La musique est trop forte. Les 3 femmes ont trouvé des partenaires. L'homme de la piscine est maintenant assis à une table avec 2 hommes. Angela Parkins regarde dans ma direction, dessine dans l'air un mouvement circulaire avec sa main, oui, comme si elle me faisait signe, puis elle pointe du doigt en direction de la piste de danse. La musique est trop forte. La musique est trop douce. Le corps d'Angela Parkins est fanatique, rempli d'urgence. Il bondit comme un animal fougueux, capricieux, voltige et plane éperdument. Éperdue, Angela Parkins. Il y a des yeux posés sur chacun de nos mouvements, de nos regards. La beauté est suspendue, la beauté qui précède la réalité. Angela Parkins chante passionnément, moitié lip-sync, moitié live, la bouche arrondie par des sons éclatés. Je ne connais pas vraiment Angela Parkins, et voici pourtant nos corps rapprochés un instant, puis distants, lents et longs dans la distance de l'Amérique. Nous sommes inséparables et distantes en pleine éternité. Nous sommes le désert et l'évidence au coucher des ombres. Il est 00h30 et le bar est encore plein de clients. La musique s'empare de tout. Tout est fluide et lent dans les bras d'Angela Parkins. Le temps me manque pour comprendre. Il n'y a plus de temps. Le temps est entré en nous avec minutie comme un scalpel. Le temps nous oblige à la réalité. Puis le corps d'Angela Parkins remue lentement. Tout son corps est attiré vers le bas. Son corps est lourd entre mes bras. Mes bras sont lourds du corps d'Angela Parkins. Il n'y a plus de musique. La sueur d'Angela Parkins contre ma tempe. La sueur sur ma main. Angela, le silence est cru. Angela, un tout petit dessin sur la tempe. Un tout petit trou au sel. Angela, nous dansons, yes? Les yeux d'Angela, vite les yeux. Il n'y a plus d'équilibre entre nous. Tout mon corps est devant le désastre. Plus un son. L'agitation tout autour, comme dans un film muet. Au fond de la salle, il y a le regard impassible de l'homme long. Le désert est grand. Angela Parkins est allongée, là, exposée à tous les regards. Angela se dissipe dans le noir et le blanc de la réalité. Que s'est-il passé? C'était pourtant un homme de génie. Of course Melanie is 19. La réalité, l'aube, la fureur dans l'aube et les galaxies. Les policiers, la craie autour du corps d'Angela Parkins. Les clients n'ont rien vu, je n'ai rien vu. Le désert est indescriptible, le regard fond. Puis ce fut le mauve de l'aube, le désert et la route comme un profil sanglant. Il y a des mémoires pour creuser les mots sans souiller les tombes. Je ne peux tutoyer personne.